Je m'appelle Laurette Morin. J'ai 71 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la femme de Marcel. Jamais PDG, jamais actionnaire sur le papier, juste sa femme. J'étais la femme derrière l'homme qui se cachait derrière un empire de 82 millions d'euros appelé Bois Morin. J'ai élevé notre fils, j'ai préparé des petits pains maison à partir de rien. Et j'ai organisé chaque repas de la Toussaint pendant 38 ans, jusqu'à cette année. Cette année, je me suis assise au bout d'une table qui ne m'appartenait plus, dans une maison que j'avais autrefois conçue jusqu'à la moindre moulure, et j'ai attendu d'être humiliée entre la farce et le vin. La pièce brillait sous la douce lumière des lustres, du genre de ceux qui donnent à la trahison des allures de théâtre. En face de moi était assis mon fils, André, dans un costume sur mesure que je ne reconnaissais pas. À côté de lui, sa femme, Chloé, rouge à lèvres vifs, sourire plus acéré encore. Elle s'est levée, une flûte de champagne à la main, et avec l'assurance d'une femme qui avait répété cette phrase devant son miroir toute la matinée, elle a dit « Nous avons décidé de te couper les vivres, à toi, la famille. Pas un « Nous nous inquiétons pour toi ». Ni un « Nous pensons que tu as besoin d'aide ». Juste « Te couper les vivres », comme si j'étais un ruban abîmé au bout d'un cadeau dont il ne voulait plus depuis longtemps. André n'a même pas sourcillé. Il a gardé les yeux fixés sur son assiette, comme s'il pouvait prétendre ne pas avoir entendu en évitant mon regard. Les cousins se sont agités sur leurs chaises. Mes petits-enfants ont arrêté de mâcher. Même le Golden Retriever a levé la tête du sol. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était chirurgical. J'ai lentement tendu la main à côté de moi. Sans hâte, sans drame. J'ai sorti une enveloppe de couleur crème de mon sac en cuir, cousue à la main. Un cadeau de mon mari pour notre 40e anniversaire. Je l'ai posé délicatement à côté de la tarte à la citrouille, puis j'ai regardé autour de la table. Voici quelque chose pour vous tous, ai-je dit, la voix stable. Une dernière chose de la part de la femme qui a financé vos vies. J'ai fait un signe de tête à Chloé. Vas-y, ouvre-la. Elle a eu un sourire narquois, comme si je lui avais tendu une carte d'anniversaire, et l'a déchirée avec 2 doigts manucurés. Au moment où ses yeux se sont posés sur la première ligne, son sourire a disparu. André s'est penché. Son visage a pâli en lisant l'entête. Dissolution et redistribution de la fiducie familiale Morin, avec effet immédiat. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait la confirmation légale qu'à 9 heures ce matin-là, la fiducie de 82 millions d'euros, dont ils croyaient tous qu'elle financerait leur confort pour des générations, avait été dissoute. Légalement, irrévocablement, par moi. Le domaine ne leur appartenait plus. Les actions de la société étaient réallouées. Le chalet à Chamonix, le SUV de luxe, les frais de scolarité de l'école privée des enfants, les abonnements au club de golf, tout avait disparu. Une signature, un stylo, une vieille femme qu'il pensait voir se taire à jamais. La bouche de Chloé s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. André a finalement levé les yeux. « Toi? Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai soulevé mon verre d'eau. Pas de vin. Je n'ai pas bu de vin depuis le décès de Marcel. Il disait toujours qu'il voulait que l'un de nous deux soit assez sobre pour se souvenir de ce que les gens disaient. J'ai fait ce que ton père m'a demandé de faire. Si le jour venait où vous oublieriez qui a construit tout ça. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Un autre a juré à voix basse. Mon petit-fils, béni soit son honnêteté d'adolescent, a murmuré. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souri doucement. Ça veut dire que tes parents viennent de réaliser que le dessert était la dernière chose sucrée qu'ils allaient goûter pendant un bon moment. Personne n'a fini sa tarte. Personne ne m'a demandé de rester pour le café. Et ce fut le dernier repas de la Toussaint que j'ai jamais passé dans cette maison. Mais avant de partir, je les ai regardés un par un. Et je me suis souvenu de chaque nuit passée à faire des tartes pendant que Marcel travaillait tard, de chaque document que j'ai tapé, de chaque contrat que j'ai relu en coulisses, de chaque frais de scolarité que j'ai payé discrètement, de chaque facture de dentiste, de chaque fonds d'urgence. Je me suis souvenu d'avoir été invisible. Et je me suis souvenu que certains fantômes reviennent, non pas pour hanter, mais pour rappeler aux gens qu'ils ont un jour été réels. J'ai un jour été réel. Et cette nuit-là, je suis devenu indéniable. Je suis devenu une force avec laquelle il fallait compter, non plus une simple note de bas de page dans l'histoire de leur richesse, mais l'auteur du dernier chapitre, celui où les comptes sont finalement réglés. Le silence qu'il m'avait imposé pendant des années était enfin rompu, non par des cris, mais par le bruissement d'un papier légal qui redéfinissait leur monde. On dit que le succès a de nombreux pères, mais l'échec, lui, est toujours orphelin. J'ai longtemps cru que je n'étais ni l'un ni l'autre.
Après avoir quitté ce dîner de la Toussaint, je ne suis pas rentrée directement chez moi. J'ai conduit un moment sans but, pour finalement me retrouver devant un bâtiment que je n'avais pas visité depuis des années, la scierie originelle de Bois-Morin. Ce n'est plus qu'un parking aujourd'hui, mais je me souviens de l'époque où ce n'était qu'une cabane avec 2 scies, un générateur, et mon mari, Marcel. Marcel Morin n'a jamais été l'homme le plus bruyant dans une pièce, mais quand il parlait, les gens écoutaient. Il avait cette sorte de présence. Calme, imposante, patiente, le genre de présence qui pousse les hommes à vous suivre. Le genre qui m'a fait croire en lui avant même qu'il y ait quoi que ce soit en quoi croire. J'avais 24 ans, j'étais institutrice. Il en avait 27, un rêveur avec de la terre sur ses bottes et des plans que personne d'autre ne pouvait voir. Il ne m'a pas demandé en mariage avec une bague. Il m'a tendu un papier plié, une licence d'exploitation forestière, en disant « C'est le début de notre vie, Laurette. Pas seulement une entreprise, une vie. » Et j'ai dit oui. À lui, au papier, à tout ce qui allait suivre. J'ai quitté l'enseignement 2 mois plus tard. Au début, je m'occupais de la paie parce que nous ne pouvions pas nous permettre un comptable. Ensuite, j'ai tenu les comptes, déposé les permis, négocié de petits contrats. Quand nous avons eu besoin d'une secrétaire, je le suis devenue. Quand nous avons eu besoin d'un chef de bureau, j'ai pris le poste. Sans titre, sans salaire, sans plainte. Je me souviens encore d'avoir tapé notre premier véritable accord de partenariat sur une machine à écrire branlante dans une caravane froide, enceinte de 8 mois d'André. Marcel se tenait derrière moi, la main sur mon épaule, chuchotant. Nous construisons quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Mais ils le pouvaient, et finalement, ils l'ont fait. Vous voyez, à cette époque, les épouses ne demandaient pas à figurer sur les documents légaux. Elles n'exigeaient pas de siège au conseil d'administration ou de part dans l'entreprise. Nous signions là où on nous disait de signer. Nous nous présentions aux événements avec des talons modestes et nous remercions les gens d'être venus, même lorsque c'était nous qui payions les boissons. Mon nom ne figurait pas sur l'acte de fondation de l'entreprise, mais j'ai rédigé la première brochure de la société. J'ai répondu au téléphone quand nous n'avions pas de réceptionniste. J'ai préparé des tartes pour l'équipe quand Marcel voulait remonter le moral après un mois difficile. Et quand les tempêtes frappaient, c'est moi qui restais éveillé avec lui à 2 heures du matin, à chercher comment maintenir la paix sans licencier un seul homme. C'est à cela que ressemblait le partenariat à l'époque. Silencieux, invisible, mais réel. Et chaque moment de sacrifice, chaque heure non rémunérée, chaque inquiétude partagée était un fil que je tissais dans la trame de cette entreprise. Ces fils étaient invisibles pour le monde extérieur, mais pour moi, ils formaient le tissu même de sa solidité. Il pensait que les fondations étaient faites de béton et d'acier, mais elles étaient faites de mes nuits blanches et de ma foi inébranlable en un rêve que nous partagions. Ils ne pouvaient pas voir ces fondations, et c'est pourquoi ils ont cru pouvoir me déloger si facilement, sans comprendre qu'en me retirant, ils ne faisaient que fissurer la base sur laquelle tout leur monde reposait. Leur erreur n'était pas la cupidité, mais l'oubli. Ils avaient oublié que les racines d'un grand chêne sont aussi importantes que ses branches les plus hautes. Au moment où Bois-Morin a atteint son premier million de bénéfices, André avait 6 ans. Chloé n'était même pas encore dans le tableau. Nous avons acheté la grande maison sur la colline des Bruyères. Marcel a dit, « Cet endroit est pour toi, Laurette. Tu as rendu cela possible. » Mais l'acte de propriété ne portait que son nom. Je n'ai jamais demandé pourquoi. J'ai simplement accepté. Ce fut ma plus grande erreur. Pas le silence, mais l'acceptation. Les années ont passé, l'entreprise a grandi, et lentement, mon rôle s'est estompé. D'abord, ils ont embauché de vrais comptables, puis de vrais avocats, puis quelqu'un d'autre pour organiser les événements. Au moment où Marcel a pris sa retraite, je n'étais plus nécessaire. Ni au bureau, ni même au dîner du conseil d'administration. Mais cela ne me dérangeait pas, car nous nous avions l'un l'autre, et nous avions construit quelque chose qui soutiendrait notre famille pour des générations. C'était suffisant, jusqu'à la mort de Marcel. Et soudain, tout ce que j'avais donné s'est transformé en quelque chose qu'ils agissaient comme si je l'avais pris. Je suis devenue la femme qui était autrefois utile. Une relique, une note en marge, une figurante dans les albums photos. Mais je n'ai jamais oublié. Pas l'odeur de pain dans les cheveux de Marcel après une journée sur le terrain. Pas la sensation de signer des contrats avec mon mari à mes côtés, mes doigts tremblants de froid et de l'importance de tout cela. Pas les nuits où nous mangions des sandwichs au jambon beurre sur des chaises pliantes parce que l'électricité avait été coupée et que nous ne pouvions pas payer la facture. Je me souvenais de tout, même si personne d'autre ne s'en souvenait.
Alors, quand je me suis assise à cette table de la Toussaint et que j'ai regardé Chloé essayer de m'effacer d'une seule phrase, je n'ai pas bronché. Parce que pendant qu'ils avaient le confort, j'avais la mémoire. Et dans cette mémoire vivait chaque once de ma part de cette fortune. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais silencieuse. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que certaines fondations ne se fissurent pas. Elles portent le poids. Et elles attendent le bon moment pour rappeler à la maison sur quoi exactement elles reposent. Mon silence n'était pas une absence de mots, c'était une accumulation de faits, un registre de dettes non reconnues. Chaque fois que je me taisais face à un oubli, à une exclusion, je ne faisais qu'ajouter une page à ce grand livre de comptes invisibles. Il prenait mon silence pour un consentement, alors qu'il s'agissait d'une observation patiente. Il ne savait pas que dans mon calme, je mesurais la distance grandissante entre les valeurs sur lesquelles nous avions bâti notre empire et la vacuité de celles par lesquelles il vivait désormais. Cette distance est devenue un gouffre, et c'est de ce gouffre que j'ai puisé la force de ne pas trembler lorsque le moment est venu de leur présenter la facture finale, non pas en euros, mais en vérité. Le jour où nous avons enterré Marcel, le soleil brillait trop fort. C'était la fin du printemps, mais l'air avait cette fraîcheur cruelle qui vous donne l'impression que l'hiver se cache encore dans le sol. Le genre de froid qui ne touche pas votre peau, mais vos os. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas pleuré. Ou peut-être que, quelque part au fond de moi, je savais déjà qu'il n'y avait pas de place pour mon deuil. La cérémonie a eu lieu à la chapelle Saint-Aubin. Chloé a insisté. C'est là que vont les familles importantes, a-t-elle dit, comme si nous réservions une salle de conférence et non pas comme si nous disions adieu à l'homme avec qui j'avais construit ma vie. Il y avait plus de 200 personnes. Des PDG, des politiciens, des donateurs, des cousins éloignés que nous n'avions pas vus depuis le dernier cycle électoral. Des rangées de costumes noirs et de lunettes de soleil de créateurs. Tout le monde avait l'air soigné, impeccable, préparé. Sauf moi. Je portais le manteau bleu marine préféré de Marcel. Celui dont il disait qu'il me donnait l'air d'une femme qui pourrait diriger un pays et quand même faire une blanquette de veau. Je serrais mon sac à main plus fort que d'habitude, non par nervosité, mais par habitude. J'ai toujours eu tendance à m'accrocher à quelque chose quand je suis sur le point de tout perdre. André se tenait au pupitre, le dos droit, les épaules fières, un héritier parfait. Il a commencé. Mon père était un homme de vision, de détermination, un bâtisseur, non seulement de bois, mais d'héritage. Boismorin est aujourd'hui un monument à sa prévoyance et à sa discipline. Il a continué comme ça. Héritage, croissance, innovation, succès générationnel. Il a mentionné chaque conseil d'administration où Marcel avait siégé, chaque prix, chaque accord d'expansion. Il a énuméré chaque accomplissement comme des points sur un CV. Mais pas une seule fois il n'a dit « Marie ». Pas une seule fois il n'a dit « ma mère ». J'étais assise au premier rang, seule. Mes mains reposaient sur mes genoux, ma mâchoire serrée comme de la pierre. Et bien que mes yeux soient restés secs, mes doigts agrippaient la lanière de mon sac si fort que j'ai laissé des marques dans le cuir. Personne n'a remarqué. Chloé était assise à côté d'André, tamponnant le coin de son œil avec un mouchoir en lin. Les gens se souviendraient de cette image, la belle fille dévouée, gracieuse dans son chagrin. Mais le chagrin ne vient pas toujours avec des larmes. Parfois, il vient en silence. Parfois, il vient en restant assise là, à écouter toute sa vie être effacée devant une foule par son propre enfant. Mon deuil n'était pas pour le public, il était profondément personnel, une conversation silencieuse entre mon âme et celle de l'homme que j'avais perdu. Pendant qu'André parlait de l'Empire, je me souvenais de l'homme, de l'odeur de la sueur sur ses vêtements, du son de son rire qui pouvait remplir une pièce vide, de la chaleur de sa main dans la mienne lors de nos promenades nocturnes. Ces souvenirs étaient mon véritable héritage, un trésor qu'aucune nécrologie d'entreprise ne pourrait jamais capturer ou quantifier. Après la cérémonie, les invités sont venus me serrer la main. C'était un géant. Un stratège si brillant. Vous devez être fier. Fier ? Quel mot étrange à offrir à une femme qui venait de voir la vie de son mari transformée en éloge funèbre d'entreprise. Quelqu'un, je ne me souviens même plus qui, s'est penché et a dit « Il a laissé un sacré royaume derrière lui. On s'occupera bien de vous. » J'ai failli rire. Comme si j'étais la veuve d'un roi attendant que la couronne lui revienne. Comme si je n'avais pas été aux côtés de Marcel pendant les années de vache maigre, découpant des bons de réduction pendant qu'il démarchait des clients. Comme si je n'avais pas tapé les mémos, préparé les déjeuners, payé les factures quand la paie arrivait en retard. Qu'on s'occuperait de moi. Je n'étais pas un animal de compagnie. J'étais une partenaire.
Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai simplement hoché la tête et serré plus fort mes mains sur mes genoux. Une fois la foule dispersée, je suis restée seule près du cercueil de Marcel. Les fleurs étaient toutes mauvaises. Trop blanches, trop propres, trop mises en scène. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la broche qu'il m'avait offerte pour notre 40e anniversaire. Celle en forme de feuilles d'érable, comme les arbres qui bordaient l'ancienne Syrie. Je l'ai épinglée à l'intérieur de son revers de veste, cachée là où personne d'autre ne la verrait. Tu n'as jamais été la marque, Marcel. Tu étais les racines, et j'étais la terre. Je l'ai chuchoté si doucement que je me suis à peine entendue. Puis je suis partie. Pas brisée, pas guérie, juste changée. Parce que quelque chose en moi le savait. Si c'était ainsi qu'il honorait l'homme qui avait bâti la fortune, je ferais mieux de me préparer à la façon dont il traiterait la femme qu'il avait maintenue debout. Chaque condoléance superficielle, chaque mot convenu, chaque regard de pitié calculé ne faisait que renforcer une nouvelle armure autour de mon cœur. Ce n'était pas une armure contre le chagrin de la perte de Marcel, mais contre la déception imminente de ceux qui restaient. Je sentais déjà leur impatience, leur désir de tourner la page, de classer le passé et de prendre le contrôle de l'avenir qu'il avait construit. Ils voyaient un empire à hériter, je voyais une vie de souvenirs à protéger. Et dans cette divergence de perspective, je savais qu'une bataille silencieuse allait commencer. Mon deuil pour mon mari était maintenant mêlé au deuil anticipé de la famille que je pensais avoir. J'ai tenu exactement 11 jours dans la grande maison après les funérailles de Marcel. Le 12e matin, Chloé est arrivée avec un presse-papier et un sourire neutre. « Salut, Laurette. J'espère que tu as bien dormi. Nous avons pensé qu'aujourd'hui serait une bonne journée pour prendre un nouveau départ. Vider les choses dont tu n'as plus besoin. Donner un peu d'air à l'espace. » Elle n'a pas demandé. Elle a programmé. À midi, elle avait une équipe de 2 jeunes organisatrices, pas plus âgées que Lily, qui emballaient mes livres, mes pulls, mes ouvrages de broderie encadrés dans des boîtes soigneusement étiquetées. Souvenirs de belle-maman. Articles de cuisine d'invités. Linge de lit vintage. Vintage. Ce mot m'a piqué plus que « antique ». Au moins, antique signifiait que ça avait de la valeur. J'ai regardé l'une des filles prendre la photo encadrée en argent de Marcel et moi lors de notre voyage d'anniversaire à Saint-Malo. Elle l'a brandie et a demandé « poubelle ou stockage ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis juste approchée, je la lui ai prise des mains et je l'ai mise dans mon sac à main. Le même sac que j'avais serré si fort pendant l'éloge funèbre de Marcel. Il devenait une unité de stockage pour le peu qu'il me restait. La voix de Chloé flottait dans le couloir. Nous t'avons préparé le pavillon du jardin. C'est confortable et il y a tout ce dont tu as besoin. Lily a même choisi les rideaux. Le pavillon du jardin. C'est ainsi qu'ils appelaient l'ancienne dépendance de la piscine reconvertie dans le jardin. Autrefois, elle abritait des outils de jardinage et des chaises de jardin cassées. Maintenant, elle m'abritait moi. J'ai emménagé avant le coucher du soleil. La pièce sentait la peinture fraîche et le désodorisant à la lavande. Le lit était moelleux mais pas familier. Il y avait une kitchenette, un petit canapé, une salle de bain sans baignoire, et une seule fenêtre étroite qui ne donnait pas sur la maison principale. Je ne faisais plus partie de la maison. J'en étais l'ombre. Cette nuit-là, André n'est pas venu prendre de mes nouvelles. Lily a déposé un panier de bienvenue. Sel de bain, biscuits salés, 2 sachets de thé. Elle m'a fait un câlin discret et a chuchoté. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Je lui ai tapoté la main et lui ai dit que j'allais bien. Puis j'ai fermé la porte derrière elle et je me suis assise sur le bord du lit pendant un long moment, les mains sur les genoux, les chaussures encore aux pieds. C'est une chose étrange de vivre à seulement 10 mètres d'une vie que vous avez aidé à construire et de ne pas y être la bienvenue. Chaque boîte étiquetée était une petite mort, une amputation d'un souvenir, d'une partie de mon identité. Ils ne se débarrassaient pas seulement de mes affaires, ils effaçaient méthodiquement les preuves de mon existence, de mon influence, de mon rôle central dans cette maison. Le « nouveau départ » de Chloé n'était pas pour moi, c'était pour eux. Un moyen de remodeler le récit, de me transformer de matriarche en simple occupante, une invitée dans ma propre histoire, jusqu'à ce que je devienne finalement une étrangère dans un lieu où chaque recoin portait l'empreinte de mon amour et de mon travail. Dans les semaines qui ont suivi, mon nom a disparu de tout. Je n'étais pas invitée au dîner d'entreprise. Je ne recevais pas les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de Bois-Morin. Maître Bernard, l'avocate, ne retournait pas mes appels. Apparemment,
Chloé avait demandé à l'équipe juridique de rationaliser les communications internes. J'étais passée de « maman » et « Madame Morin » à juste « Laurette », la femme dans le pavillon du jardin, le passif avec un nom de famille. Je les ai entendus rire sur la terrasse un soir. Le tintement des verres de vin. Chloé a dit quelque chose comme « Mère Laurette apprécie sa petite retraite ». Et André a ri. Il a ri. Je suis restée éveillée cette nuit-là, à fixer le plafond. Aucun son, à part le doux bourdonnement du réfrigérateur et mon propre rythme cardiaque. Régulier, mais de plus en plus lourd. Ils n'avaient pas tout pris. Pas encore. Car s'ils m'avaient retiré de leur maison, ils ne m'avaient pas retiré de la fiducie. Et ils ne m'avaient pas retiré de ma mémoire. Il y a une cruauté particulière à regarder quelqu'un réaménager votre vie, la repeindre, la mettre en scène, la renommer, puis vous tendre une tasse de thé comme si vous deviez être reconnaissante. Mais je n'étais pas en colère. Pas à ce moment-là. Je notais chaque geste, chaque changement de ton, chaque invitation manquante, chaque porte fermée. J'étais en train d'être effacée, oui, mais je tenais toujours le stylo. Et quelque part au fond de moi, une page avait commencé à se tourner. Cette transformation de mon statut était si subtile, si enveloppée de fausses prévenances, que protester aurait semblé hystérique. Chloé était une maîtresse dans l'art de l'agression passive, chaque geste de « gentillesse » étant conçu pour souligner ma nouvelle position subalterne. Les rideaux choisis par Lily n'étaient pas un cadeau, mais une déclaration. Même ma petite fille avait désormais plus de pouvoir sur mon environnement que moi. Le rire d'André n'était pas seulement une trahison, c'était une confirmation qu'il avait pleinement adopté la nouvelle narrative de Chloé, une histoire dans laquelle j'étais une antiquité charmante mais encombrante, à polir de temps en temps avec une visite condescendante avant de me remettre sur mon étagère, à l'écart, dans le silence et l'ombre du pavillon du jardin. Certaines trahisons ne commencent pas par des cris. Elles commencent avec des tasses de thé. Chaque après-midi, à 15 heures précises, Chloé descendait un plateau au pavillon du jardin. 2 tasses en porcelaine, une théière en argent, 2 sablés posés en diagonale sur une serviette. Elle faisait passer cela pour un geste d'attention, un rituel entre femmes, comme si nous étions des égales, partageant un petit moment. Je me demandais parfois si elle mesurait le sucre pour paraître gentille, mais pas chaleureuse. Un sucre et demi. Toujours, ni plus, ni moins. Elle ne me demandait jamais comment je l'aimais. J'ouvrais la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Je m'asseyais dans le fauteuil en face d'elle. La laissais verser. La laissais contrôler le rythme, le ton. Elle parlait des examens de Lily, de l'emploi du temps d'André, de la météo, des fleurs, des marchés immobiliers. Pas une seule fois elle ne m'a demandé comment j'allais. Pas vraiment. Je répondais poliment, hochais la tête, souriais, comme on me l'avait appris, comme les femmes de ma génération étaient censées le faire. Reste gracieuse, disait ma mère, même quand on te tend un couteau enveloppé dans de la dentelle. Mais cet après-midi-là, quelque chose a changé. Il pleuvait légèrement, et Chloé avait son téléphone posé contre son sac à main. Elle avait oublié de le mettre en silencieux. Un appel vidéo est arrivé. FaceTime. Elle y a répondu au milieu d'une gorgée, gardant les yeux sur moi, mais chuchotant dans le micro. Oui, je passe juste prendre de ses nouvelles. L'heure du thé au pavillon. La tenir occupée avec du thé et des pantoufles. Elle s'éteindra bientôt. Elle n'a pas réalisé que le son était toujours activé. Elle ne savait pas que je pouvais entendre chaque mot. S'éteindra bientôt. J'ai baissé les yeux sur la tasse dans ma main. C'était la porcelaine fine que Marcel et moi avions achetée à Saint-Malo. Nous avions choisi le motif ensemble. Des bleuets sur de la céramique blanche. Je me souviens que nous avions ri ce jour-là. Il avait dit, choisissons quelque chose d'intemporel, quelque chose dans lequel nous siroterons encore quand nous serons vieux et grincheux. Je sirotais dedans maintenant, seule, pas grincheuse, pas vieille, juste mise au rebut. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas bronché. J'ai levé ma tasse et j'ai pris une gorgée, les yeux rencontrant les siens. Elle a souri, inconsciente ou faisant semblant de l'être. Le moment est passé. Elle a rangé le téléphone, a repris son monologue sur les rideaux de la chambre d'amis d'hiver. J'ai hoché la tête quand il le fallait, j'ai fait le « obligatoire au bon moment, mais quelque chose en moi s'était fissuré. Et les fissures ont cette drôle de façon de laisser la vérité s'infiltrer. Ces rituels quotidiens n'étaient pas des ponts, mais des murs. Chaque tasse de thé servie était une brique supplémentaire dans la prison de bienveillance qu'elle construisait autour de moi. Elle ne m'exilait pas par la force, mais par une routine infantilisante conçue pour user ma volonté,
pour me faire accepter le rôle passif qu'elle m'avait assigné. Le téléphone, cependant, a brisé l'illusion. Ce n'était pas une simple indiscrétion, c'était une fenêtre ouverte sur son âme, révélant le mépris froid qui se cachait derrière son sourire parfaitement entretenu. Le mot « s'éteindra » n'était pas un accident. C'était son objectif. Elle ne voulait pas seulement me contrôler, elle voulait m'annihiler, me réduire à un souvenir docile qui ne perturberait plus son contrôle sur l'Empire et sur mon fils. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon lit avec la tasse de thé sur la table de chevet. Je l'ai fixée pendant un long moment. Les bleuets, le souvenir de la main de Marcel effleurant la mienne sur l'étagère en porcelaine, et sa voix résonnant à mes oreilles. Elle s'éteindra bientôt. Les gens pensent que la cruauté est toujours bruyante, le visage rouge, les portes qui claquent, les mots durs. Mais la pire est silencieuse, enrobée de sucre, servie dans de la porcelaine. Le lendemain matin, j'ai refusé le thé. J'ai dit à Chloé que j'avais mal à la tête. Elle a proposé d'apporter de la camomille. J'ai dit non. Cette nuit-là, j'ai sorti un carnet, j'ai tracé une ligne au milieu. Côté gauche, ce qu'ils ont pris. Côté droit, ce que j'ai encore. Le côté gauche s'est rempli rapidement. La maison, le siège au conseil d'administration, le titre, les invitations, les albums photos, la cuisine, le jardin. Le droit a pris plus de temps, mais lentement, la liste s'est allongée. Mon nom, ma mémoire, mes droits légaux du moins ceux que Marcel avait discrètement laissés derrière lui et surtout, le temps. Ils pensaient que le temps était de leur côté parce que j'étais plus âgée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce que Chloé ne pouvait pas voir derrière son verre de vin et son rouge à lèvres, c'est que je n'avais pas besoin de décennies. J'avais juste besoin de clarté et d'une seule occasion nette. Le lendemain matin, j'ai parcouru le long chemin autour de la maison principale. Mes genoux me faisaient mal, mais je ne me suis pas arrêtée. Je suis arrivée à la bibliothèque. L'ancien bureau de Marcel sentait encore le cèdre et l'ambition. J'ai ouvert le tiroir du bas, j'ai trouvé le dossier en manille avec nos documents de succession originaux, l'écriture de Marcel dans les marges. Il m'avait fait confiance non seulement avec son amour, mais aussi avec son héritage. Et Chloé avait tort. Je n'allais pas m'éteindre. J'allais revenir. Mais pas à la maison, à la vérité. La décision de refuser le thé était un acte de rébellion minuscule mais sismique. C'était la première fois que je perturbais sa routine, que je refusais de jouer mon rôle dans sa pièce soigneusement mise en scène. Ce simple « non » a été la première pierre que j'ai retirée du mur qu'elle avait construit autour de moi. Le carnet n'était pas un simple exercice, c'était une déclaration de guerre silencieuse, un inventaire de mes munitions. En listant ce qu'il me restait, je ne comptais pas mes pertes, mais mes forces. Chaque élément sur le côté droit de la page, ma mémoire, mes droits, mon nom est devenu une arme. Ils m'avaient dépouillé de mes possessions, mais ils avaient laissé intact mon arsenal le plus puissant, mon histoire et ma légitimité. Et en marchant vers le bureau de Marcel ce matin-là, je n'étais plus la femme du pavillon du jardin. J'étais la gardienne d'un héritage qu'ils avaient sous-estimé et que j'étais maintenant prête à défendre, quel qu'en soit le coût pour leur monde confortable et illusoire. Il y avait un rythme dans cette maison, le domaine Morin. Même en silence, il vibrait des décisions prises. Dans des couloirs polis et signées dans des pièces cachées. Mais certaines portes n'étaient pas construites pour le bruit, mais pour l'héritage. J'ai attendu que la maison soit vide. Chloé avait emmené Lily au ballet. André était à la réunion du conseil d'administration à laquelle il ne m'avait pas invité. Le personnel alternait entre la maison principale et le pavillon du jardin. Personne n'a remarqué quand j'ai pris l'ancien couloir menant au bureau de Marcel. Mes genoux n'aimaient pas les escaliers recouverts de moquettes, mais j'y suis arrivée. La clé était toujours derrière le tableau de l'ancienne scierie, exactement là où il la gardait, exactement là où il avait dit que je la trouverais, si jamais tu as besoin de leur rappeler qui nous étions. Je n'avais pas osé ouvrir ce coffre-fort depuis les funérailles. Mais ce jour-là, après les mots de Chloé sur mon extinction, après l'exil enrobé de sucre qu'on m'avait servi dans des tasses en porcelaine, j'ai senti quelque chose changer. J'avais besoin de me souvenir de qui j'avais été avant les pantoufles, avant l'effacement en douceur. La combinaison a cliqué. Gauche, droite, gauche, comme il me l'avait appris. Le même rythme qu'il utilisait pour nouer ses lacets. 3 nœuds, toujours nets. La porte du coffre s'est ouverte avec un long gémissement patient. À l'intérieur, une enveloppe usée, un dossier en cuir scellé, et un unique bouton de manchette, son préféré, celui en forme de faucon. Je me suis assise sur le banc de velours près de la fenêtre. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur, de savoir.
J'ai d'abord ouvert l'enveloppe. La lettre était courte, à peine une demi-page. Laurette, si André oublie qui a construit tout ça, rappelle-le lui. Si Chloé essaie de faire passer ton silence pour de la faiblesse, ouvre le dossier. Tu n'as jamais été simplement la discrète. Tu étais la raison. La fiducie de 82 millions d'euros t'appartient pour la dissoudre. Fais-le s'ils oublient ton nom. Fais-le pour ta dignité, pas par vengeance. Avec tout mon amour, Marcel. Mon souffle s'est coupé. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'il savait. Il avait vu cela venir. Et d'une manière ou d'une autre, même d'outre-tombe, Marcel m'avait laissé la seule chose que personne d'autre ne m'avait offerte depuis son décès, la reconnaissance. Il savait ce qu'ils essaieraient de faire, comment ils souriraient en me découpant du cadre. Il savait qu'ils essaieraient de transformer mes décennies de loyauté en un flou artistique dans la mémoire familiale. Ils ne m'avaient pas laissé le pouvoir. Ils m'avaient laissé un choix. La découverte de cette clé, de ce coffre, était bien plus qu'une simple recherche d'informations. C'était un pèlerinage vers le passé, vers le cœur de mon partenariat avec Marcel. Chaque pas dans ce couloir silencieux était un pas qui me rapprochait de la femme que j'avais été, une femme dont la voix comptait, dont l'opinion était la pierre angulaire de chaque décision majeure. L'ouverture du coffre n'était pas un acte de défiance, mais un acte de souvenir. En lisant les mots de Marcel, je ne me sentais plus seule dans ma lutte. Sa prévoyance était une main tendue à travers le temps, une validation de tout ce que j'avais ressenti mais que je n'avais pas osé formuler. Il n'avait pas simplement laissé derrière lui des instructions, il m'avait laissé une permission, la permission d'honorer notre histoire commune, même si cela signifiait démanteler l'avenir qu'ils avaient prévu pour eux-mêmes. J'ai posé la lettre sur mes genoux et j'ai ouvert le dossier en cuir. À l'intérieur, des amendements notariés, des documents portant sa signature et la mienne. Cogérance de la fiducie Morin. Un langage clair comme de l'eau de roche. L'une ou l'autre des parties peut dissoudre unilatéralement le fonds en l'absence de consentement mutuel si l'une des parties est décédée. Je pouvais le dissoudre. 82 millions d'euros destinés à assurer le leadership générationnel. Ils pensaient que c'était à eux, un droit du sang, cimenté par la présomption. Ils n'ont jamais imaginé que je pourrais y toucher. J'ai refermé lentement le dossier, et j'ai ri. Pas fort, pas amèrement. C'était le genre de rire qui s'échappe quand l'âme expire enfin. Un son que seuls les murs de ce bureau entendraient jamais. L'ironie, c'est que je n'ai jamais voulu le démanteler. Cette fiducie était censée maintenir l'entreprise en vie pour des générations, protéger notre héritage. Mais maintenant, je comprenais. C'était aussi la façon de Marcel de dire, s'il ne respecte plus les fondations, que le bâtiment s'effondre. J'ai remis le dossier dans le coffre-fort, non par peur, mais par patience. Parce que le pouvoir, quand il est réel, ne se précipite pas. Il attend. Il observe. Et il ne parle que lorsque le silence devient assourdissant. J'ai refermé le coffre, fait glisser le tableau pour le remettre en place. Je suis sortie à la lumière du soleil, j'ai dépassé les rosiers que Chloé avait plantés trop près les uns des autres, j'ai dépassé la statue qu'André avait déplacée pour faire face à l'allée au lieu du jardin. Comme si tout devait maintenant être tourné vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. De retour au pavillon du jardin, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai préparé du thé, cette fois pour moi-même. Et pour la première fois depuis des semaines, il avait le goût du mien. Je n'ai dit à personne ce que j'avais trouvé. Ni à Chloé, ni à André, pas même encore à mon avocate. Certaines vérités se savourent mieux lentement. Laissez infuser, laissez se préparer. J'attendrai le bon moment, le prochain dîner de famille, la prochaine fois que Chloé sourirait trop crispée, jusqu'à ce qu'André lève un verre à la vision. Alors je verserai quelque chose de plus fort que du thé. Ce n'était pas un plan de vengeance qui se formait dans mon esprit, mais un acte de restauration. Il ne s'agissait pas de détruire ce que Marcel et moi avions construit, mais de le sauver de la pourriture qui avait commencé à s'installer. L'héritage n'était pas seulement une question d'argent et d'actifs, c'était une question de valeur, d'intégrité, de respect pour le travail acharné et le sacrifice silencieux. Ils avaient pris l'héritage et l'avaient transformé en un simple instrument de leur vanité et de leur cupidité. Mon rôle, désormais, n'était pas de punir, mais de protéger ce qui restait de l'âme de notre œuvre, même si cela signifiait arracher l'héritage de leurs mains indignes. Le pouvoir que Marcel m'avait laissé n'était pas une arme, mais un outil de gardien. Le lendemain matin, j'ai passé un appel que je n'aurais jamais pensé refaire. Maître Carla Bernard, l'avocate de Marcel depuis plus de 30 ans, tranchante comme un scalpel, discrète comme une chute de neige, et loyale à personne d'autre qu'à la loi.
Elle n'était pas venue depuis les funérailles. Chloé avait dit qu'elle était trop démodée. André préférait un cabinet plus jeune, plus agile. Mais je me souvenais de ce que Marcel disait toujours à propos de Carla. C'est la seule qui te dira la vérité, même si elle brûle. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Laurette Morin, dit-elle, sa voix aussi nette que toujours. Je me demandais quand vous appelleriez. Pas Laurette. Madame Morin. La seule personne qui utilisait encore mon nom complet comme s'il signifiait quelque chose. Pourriez-vous passer? Ai-je demandé. Carla n'a pas posé de questions. Elle ne le faisait jamais par téléphone. Je serai là à 15 heures. À 14h59, une berline sombre s'est garée devant le pavillon du jardin. Carla en est sortie dans son tailleur pantalon bleu marine, ses cheveux argentés soigneusement coiffés en chignon. Elle marchait avec détermination, sa mallette se balançant comme un métronome. Elle n'a fait aucun commentaire sur la taille de la maison, n'a pas jeté un coup d'œil aux meubles modestes ni au fait que je versais le thé d'une théière en céramique au lieu de celle en argent qu'elle avait l'habitude de voir au domaine principal. Au lieu de cela, elle s'est assise en face de moi et a ouvert son carnet. Racontez-moi tout. Je lui ai tendu l'enveloppe et le dossier du coffre-fort. Elle a lu chaque mot en silence, ses yeux parcourant chaque ligne comme des écritures saintes. Puis elle a refermé le dossier, l'a posé et m'a regardé droit dans les yeux. Vous savez ce que cela signifie? A-t-elle demandé. J'ai hoché lentement la tête. Marcel m'a donné toute autorité pour dissoudre la fiducie. Elle a penché la tête. Pas seulement ça. Vous pouvez tout réécrire. Le plan de succession, la structure actionnariale, même les statuts de la fondation familiale. Si vous le vouliez, vous pourriez effacer tous les noms de ces documents sauf le vôtre. J'ai remué mon thé. Le sucre ne se dissolvait pas. Et si je ne veux pas de vengeance? Ai-je demandé. Carla n'a pas bronché. Vous ne me donnez pas l'impression d'être une femme animée par la vengeance. Elle a fait une pause. Vous me donnez l'impression d'être une femme qui veut être vue. Vraiment vue et dont on se souvient correctement. J'ai senti quelque chose s'adoucir dans ma poitrine. Elle avait raison. Je ne voulais pas humilier André ou ruiner Chloé ou incendier l'empire que nous avions construit. Je voulais juste arrêter de disparaître. Je voulais que quelqu'un dise « elle en faisait partie ». Elle comptait. Elle n'a jamais été juste la dame du thé. J'ai regardé Carla. Puis-je garder la structure intacte mais m'assurer d'avoir à nouveau une voix? Carla a souri faiblement. Vous pourriez exiger votre cosignature sur toutes les dépenses. Vous pourriez geler tous les paiements de la fiducie jusqu'à ce que vos conditions soient respectées. Vous pourriez demander un audit. Vous pourriez réattribuer des sièges au conseil d'administration. Ou simplement faire un geste. Un seul, ai-je demandé. Un geste, a-t-elle appuyé, se penchant légèrement en avant. N'importe lequel. J'y ai réfléchi. À tous les dîners où il parlait par-dessus moi. À Chloé me tendant du linge plié comme si j'étais une employée. Aux funérailles où personne n'a prononcé mon nom. Au jardin que j'avais autrefois conçu et qui portait maintenant le nom de leur fille. Je ne voulais pas incendier la maison. Je voulais déverrouiller la porte d'entrée et leur rappeler qui tenait la clé. J'aurais besoin de temps, ai-je dit à Carla, ma décision se solidifiant intérieurement. Elle a hoché la tête, son regard compréhensif. Prenez-le, mais ne prenez pas trop de temps. Les gens comme Chloé interprètent le silence comme une reddition. Ces mots ont résonné avec une vérité froide. Mon silence avait été mon bouclier, mais il l'avait perçu comme une faiblesse à exploiter. Je l'ai raccompagnée. Avant de monter dans sa voiture, elle s'est retournée. Laurette, juste pour que vous le sachiez, Marcel n'a jamais pris une décision majeure sans vous. J'ai assisté à une centaine de réunions. Il ne levait jamais son stylo avant d'avoir vu votre visage. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé s'éloigner, le soleil de fin d'après-midi se reflétant sur le métal de son rétroviseur alors qu'elle tournait au coin de la rue. À l'intérieur, je n'ai pas pleuré, mais je suis restée assise à table pendant un long moment, à regarder la vapeur s'élever de mon thé. Le sucre ne voulait toujours pas se dissoudre. Cette nuit-là, j'ai dormi avec le dossier sur ma table de chevet. Non pas parce que j'avais peur qu'il le prenne, mais parce que pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas l'impression de devoir disparaître. Les paroles de Carla étaient une confirmation venue de l'extérieur, un témoignage qui validait les décennies de partenariat invisible que j'avais vécu. Le monde ne voyait que Marcel Morin, le titan du bois.
Mais Carla, elle, avait vu le processus. Elle avait vu les regards échangés, les approbations silencieuses, la dynamique de pouvoir tacite qui était le véritable moteur de l'Empire. Ce n'était pas seulement le pouvoir légal dans le dossier qui me donnait de la force, c'était la restauration de ma propre histoire, la certitude que ma contribution n'était pas une illusion ou un souvenir sentimental, mais un fait documenté et observé. Je n'étais pas une veuve cherchant à s'accrocher au passé, j'étais une cofondatrice se préparant à réclamer son dû. Le dossier sur ma table de chevet n'était pas une arme pour la nuit, mais un testament pour l'aube à venir. J'ai remarqué le silence avant de voir l'enveloppe. Pas de moteur tournant au ralenti dans l'allée. Pas de voix chaleureuse disant « Bonjour, Madame Morin ». Juste une note pliée, coincée sous ma tasse de thé sur le comptoir de la cuisine. De Chloé. Compte tenu des coûts actuels, nous avons décidé de nous séparer de Grégoire. Nous modernisons les protocoles de transport et utiliserons un service de VTC en cas de besoin. Merci de votre compréhension. Pas de signature, juste une froideur d'entreprise se faisant passer pour de la politesse. Grégoire. 30 ans au volant. Il nous avait conduits, Marcel et moi, à chaque gala, hôpital, remise de diplôme, et même aux virées nocturnes pour une glace quand André était petit et ne pouvait pas dormir. Il connaissait le kilométrage entre chaque maison, chaque fleuriste que Marcel avait jamais favorisé, chaque endroit où j'étais allé pleurer en privé. Et maintenant, il était parti. À cause de protocole. Je suis sorti. Il pleuvait doucement, le genre de pluie qui fait tout briller mais qui vous trempe juste assez pour piquer. Et il était là, debout près des grilles en fer, sa casquette dans une main, les clés dans l'autre. Son vieux manteau marron semblait plus lourd que d'habitude. Il s'est retourné en me voyant, s'est redressé comme s'il travaillait encore ici. Madame Morin, a-t-il salué d'un signe de tête, la voix basse. Je ne voulais pas partir sans vous dire au revoir. J'ai dégluti. Chloé me l'a annoncé par une note. Il a esquissé un mince sourire. Je m'en doutais. Il n'a rien dit d'autre, ne s'est pas plaint, n'a pas demandé justice, il est juste resté là, comme le dernier pilier d'une maison que tout le monde avait oublié d'entretenir. Où irez-vous ? Ai-je demandé. J'ai une nièce en Normandie. Elle dit qu'elle a besoin d'aide sur sa propriété. Ce sera peut-être agréable de revoir la mer. Il m'a alors regardé, vraiment, les yeux bienveillants, mais humides aussi, et pas à cause de la pluie. Je suis resté si longtemps à cause de vous, madame. Il a fait une pause. Tout le monde pense que c'était Marcel que j'admirais. Mais ça a toujours été vous. La façon dont vous vous souveniez de l'anniversaire de ma femme. La façon dont vous vous asseyez sur la banquette arrière et ne me faisiez jamais sentir comme un employé. Quelque chose en moi s'est brisé. Peut-être la dernière chose qui me tenait encore poliment ensemble. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau. Il était là depuis la mort de Marcel, soigneusement enveloppé dans du papier de soie. Son mouchoir, celui en ivoire avec les initiales MLM brodées, portant encore la plus faible trace de son eau de Cologne. Je l'ai tendu à Grégoire. Ses mains tremblaient. Vous êtes sûr? J'ai hoché la tête. Il le portait tous les jours, alors vous porterez une partie de lui aussi. Il l'a tenu contre sa poitrine un instant, puis l'a soigneusement placé dans sa poche intérieure. Pas de mots, juste un silence partagé qui signifiait plus que toute autre chose. Je n'oublierai pas cette famille, a-t-il dit en se dirigeant vers le portail. Mais surtout, je ne vous oublierai pas. Puis il a ouvert la porte de sa vieille berline, celle qu'il n'avait jamais laissé le domaine payer, et il est parti, disparaissant dans le gris brumeux. Je suis resté sous la pluie plus longtemps que nécessaire, non pas parce que j'espérais qu'il revienne, mais parce que, pour la première fois depuis des jours, je me suis permis de faire mon deuil. Pas bruyamment, juste une douleur sourde et constante qui coulait sur mes joues, indiscernable de la pluie. Grégoire était la dernière personne dans cette maison qui se souvenait de moi avant que je sois vieille, avant que je devienne invisible. Il m'avait vu pleurer quand Marcel a subi son opération du cœur. Il avait fait des blagues pour me distraire quand André est parti à l'université. Il avait une fois conduit à travers une tempête de neige parce que j'avais une envie de confiture de pommes d'une petite boutique à 3 villes de là. Les gens comme Chloé le voyaient comme une dépense. Mais pour moi, il avait toujours été la continuité, un témoin du genre d'amour et de loyauté qui n'avait pas besoin de projecteur. Je suis rentrée, trempée, j'ai enlevé mes chaussures à la porte comme Grégoire le faisait toujours, et pour la première fois, j'ai ouvert le vieil album photo sur l'étagère du couloir. Il était là, debout à côté de Marcel à la remise des diplômes d'André, derrière moi au dîner d'anniversaire, à côté de notre sapin de Noël,
tenant un plateau de lait de poule comme s'il faisait partie de la famille. Parce que c'était le cas. Ils avaient peut-être licencié Grégoire, mais ils ne pouvaient pas l'effacer. Pas de la mémoire, et certainement pas de la mienne. Tout a commencé par un chèque sans provision. Pas le mien. Celui de Lily. Elle m'a envoyé un texto après les cours, confuse et un peu gênée. Mamie, le bureau du comptable a dit que mon paiement des frais de scolarité n'est pas passé. Je pensais que c'était couvert par la fiducie familiale. Ça l'était. Je m'en souvenais clairement. Marcel y avait mis un point d'honneur. Le fonds pour l'éducation de la famille Morin avait été créé pour cette raison précise. Aucun enfant Morin ne devrait jamais avoir de dette étudiante, avait-il déclaré. Et maintenant, le compte était vide. J'étais assise dans le petit bureau du pavillon du jardin, un froid s'insinuant à travers les vitres. Il avait plu toute la nuit, et l'air sentait le papier mouillé. J'ai sorti le dossier du tiroir verrouillé de l'armoire latérale, le seul tiroir que Chloé n'avait pas vidé lorsqu'elle avait réorganisé mon espace personnel. À l'intérieur se trouvaient mes identifiants de fiduciaire. Je n'y avais pas touché depuis la mort de Marcel. Je n'en avais pas eu besoin. Mais maintenant, j'ai accédé au portail. J'avais toujours le login. Toujours l'autorisation. Toujours son nom à côté du mien sur le filigrane numérique. Au début, les chiffres n'avaient aucun sens. Le solde était le tiers de ce qu'il avait été 18 mois auparavant. Puis j'ai vu les retraits. Importants, réguliers, vaguement intitulés, décaissement administratif, réaffectation d'actifs, avance de liquidité temporaire. Une entrée était marquée en rouge, 1,8 million d'euros, transférée à une société holding. Le nom m'a sauté aux yeux, CA Holdings Chamonix SRL. Mon estomac s'est noué. Chloé et André avaient mentionné un séjour au ski à Chamonix l'automne dernier, avaient posté des photos sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme hashtag vie de chalet et hashtag héritage de luxe. J'ai cliqué plus loin. Acte de propriété. Domaine de luxe, 5 chambres, baie vitrée, héliport privé. Payé intégralement en espèces. Le fonds d'éducation Morin avait payé pour cela. Le fonds de scolarité de Lily avait acheté à ses parents un chalet de ski. Je me suis levée, le cœur battant, et j'ai allumé l'imprimante. Une page, puis une autre. Virement bancaire. Titre de propriété. Un dossier de presse. La Fondation Chloé Morin, autonomiser la jeunesse urbaine par l'art. Ils avaient utilisé la fiducie pour financer une fausse œuvre de charité entièrement conçue autour de séances photos et de brochures glacées. Toute la campagne était une façade. Le visage souriant d'André sur la couverture. La voix de Chloé dans l'avant-propos. Redonner est la valeur la plus sacrée de notre famille. Mes mains tremblaient en imprimant tout. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je comprenais enfin que cela n'avait pas été un languissement. Cela avait été un démantèlement, un vol. Pas seulement d'argent, mais d'héritage, d'honneur, de l'âme même de ce que Marcel et moi avions construit. J'ai trouvé l'entrée de Lily dans le grand livre. Son nom, sa ligne de bourse, compte fermé, fonds réacheminé. Ils avaient même pris cela, la promesse silencieuse que nous avions faite à notre petite fille. J'ai empilé les papiers soigneusement, un par un, j'en ai fait une copie. Puis je me suis dirigée vers le vieux coffre en cèdre près de la cheminée. J'ai sorti le classeur en cuir de Marcel, celui qu'il utilisait pour toutes ses correspondances personnelles. J'ai placé le dossier à l'intérieur. Puis je me suis rassise. La pluie avait recommencé. Lente, régulière, purifiante. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de larmes pour cela. Seulement une profonde immobilité, une sorte de résolution qui n'arrive pas avec le tonnerre, mais qui s'insinue comme le brouillard, froide, silencieuse et absolue. Il pensait que j'étais trop douce, trop vieille, trop éloignée pour comprendre les feuilles de calcul et les sociétés écrans, les réaffectations d'actifs et les sociétés fictives. Mais j'avais assisté à chaque réunion du conseil d'administration pendant 3 décennies, lu chaque note de bas de page que Marcel griffonnait dans les marges, pris des notes quand il pensait que je n'écoutais pas. J'écoutais toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'en avais fini d'attendre. Ils avaient utilisé mon silence comme une permission. Pris mon immobilité pour une reddition. J'ai passé la main sur la dernière page, les statuts de la fiducie. Section 7.4. En cas de violation, d'abus ou de fausse déclaration, tout fiduciaire en exercice a l'autorité unilatérale d'engager une procédure de dissolution et de rappel des actifs. J'ai souri, non pas en triomphe, mais dans une clarté tranquille.
Dans le miroir de l'autre côté de la pièce, je n'ai pas vu une femme sur le déclin. J'ai vu une veuve qui portait encore la colonne vertébrale d'un empire, une mère, une grand-mère, une gardienne de la mémoire. L'abus de confiance n'avait qu'une seule conséquence, la récupération. La maison était calme, non pas du genre de calme qui suit une tempête, mais celui qui s'étire entre deux respirations, où tout s'immobilise. Je venais de finir. De préparer à Lily sa tisane de camomille préférée. Elle l'aimait avec une cuillère de miel et un zeste de citron. Nous étions assises sur le porche du jardin, enveloppées dans des couvertures, du genre que Marcel et moi gardions dans le coffre en cèdre. Elle avait les jambes repliées sous elle, recroquevillée comme elle le faisait quand elle était enfant. La journée avait été longue. Son visage paraissait fatigué sous la lumière du porche, mais ses yeux avaient encore cette étincelle d'honnêteté. Elle a pris une gorgée de tisane, puis m'a regardée. Il y avait une hésitation. Je l'ai reconnue, le prélude à une question qui avait du poids. « Mamie » a-t-elle demandé, sa voix douce mais directe. « Est-ce que ça te rend triste quand les gens te traitent comme si tu étais juste un vieux meuble ?» Ma main s'est immobilisée sur ma tasse. Un vieux meuble. Elle n'essayait pas d'être cruelle. Elle essayait de comprendre. « Je veux dire, » a-t-elle ajouté rapidement, « comme quelque chose que tu gardes parce que ça a toujours été là, mais que tu ne le vois plus vraiment. » Je l'ai regardé. Cet enfant qui avait autrefois grimpé sur mes genoux avec des genoux écorchés et des rêves de devenir astronaute. Maintenant, elle me demandait si je savais ce que c'était que de se sentir invisible. Je n'ai pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, j'ai tendu la main et j'ai glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Cette douce ondulation châtain, si semblable à celle de sa mère avant que le temps et la dureté ne durcissent le regard de Chloé. Lily s'est penchée contre mon contact, toujours chaleureux, toujours tendre. J'ai souri doucement, bien qu'à l'intérieur, quelque chose se soit fissuré. Le genre de fissure qui ne fait pas de bruit, mais qui laisse passer la lumière. Nous sommes restées assises là un moment, à regarder les ombres se déplacer sur la pelouse. Elle m'a parlé de son projet de film, de sa volonté de documenter les voix oubliées, les personnes âgées, les laissés pour compte, ceux qui avaient vécu mais n'étaient plus écoutés. Elle ne réalisait pas l'ironie. Ou peut-être que si. Quand elle est finalement montée se coucher, je suis restée dehors. Le vent s'était levé, apportant l'odeur de la terre et des souvenirs. J'ai pensé à sa question. Un vieux meuble. J'avais été beaucoup de choses dans ma vie. Épouse, mère, collectrice de fonds, soignante, co-architecte silencieuse de Marcel. Et maintenant, pour eux, une chaise dans un coin, toujours polie, toujours debout, mais censée rester immobile. La question de Lily n'était pas un coup de poignard. C'était un miroir. Et le reflet qu'il offrait n'était pas flatteur, mais il était vrai. Je me suis levée, je suis rentrée dans la maison et j'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre. Dans le couloir, je suis passée devant la photo de Marcel serrant la main d'un sénateur. La plaque en dessous disait « Pour sa vision et sa gestion ». J'ai tracé le cadre avec mon doigt. Je savais ce que je devais faire. Non par vengeance, non par colère, mais parce que le silence, trop longtemps gardé, devient un cimetière. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti la deuxième copie de la documentation de la fiducie que j'avais imprimée. Je l'ai placée dans une enveloppe crème, j'ai écrit un seul mot sur le devant en cursive, contingence. Puis j'ai ouvert un autre tiroir, celui avec le papier à en-tête gaufrée, celui que je n'avais pas touché depuis les funérailles de Marcel. J'ai commencé à écrire. À Lily, au conseil d'administration, à Carla, à la banque. Chaque lettre portait une graine. Non pas pour détruire, mais pour réinitialiser, pour récupérer. J'ai écrit toute la nuit. Au matin, la pile était nette, scellée, prête. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. Une femme qui ne s'estompait pas, mais qui se formait. Lily m'avait demandé si j'étais triste d'être traitée comme une relique. Non. Je n'étais pas triste. J'étais réveillée. Et demain, eux aussi le seraient. 3 jours après la question de Lily, le téléphone a sonné. Pas la ligne de la maison, ni même mon portable. C'était le téléphone sans fil poussiéreux, rangé dans le tiroir antique du vieux bureau de Marcel, celui dont personne ne se souvenait de l'existence, sauf les gens qui comptaient autrefois. J'ai répondu. Madame Morin. La voix était hésitante. Masculine. Je n'étais pas sûre que ce numéro fonctionnait encore. Je le garde pour les gens qui ne veulent pas être trouvés par Google, ai-je répondu tranquillement. Une pause. C'est Denis.
Denis Gallois. J'étais à la comptabilité de la fiducie. Le nom a remué quelque chose. Oui, Denis. Discret. Toujours avec un bloc-notes noir et des mains tremblantes. Il avait démissionné il y a 5 ans, invoquant des raisons personnelles, à l'époque où Marcel était encore vif d'esprit. Je ne savais pas si je devais vous appeler, a-t-il dit. Mais après ce que j'ai entendu, j'ai pensé que vous devriez peut-être savoir. Je me suis assise lentement, comme pour me préparer instinctivement, le genre d'assise qui prépare un corps à un impact. Continuez, Denis. Il a pris une profonde inspiration. Je parcourais de vieux dossiers, je faisais du rangement. Ma femme dit que j'accumule trop de traces écrites. Il a eu un petit rire nerveux. Mais j'ai trouvé quelque chose de bizarre datant d'il y a quelques années. Chloé a fait un virement du fonds auxiliaire, environ 280 000 €, libellé à votre nom, soi-disant pour un programme de sensibilisation communautaire. Et l'était-ce? Ai-je demandé doucement. Non, madame. Sa voix a baissé. C'est allé sur un compte écran, puis vers, eh bien, sa franchise de spa à Lyon. J'ai fermé les yeux, non par surprise, mais par reconnaissance. Et vous êtes sûr que mon nom était sur les documents? Oui, mais falsifié. Ce n'était même pas votre signature habituelle. Je ne l'ai pas remarqué à l'époque. J'avais trop peur de Chloé. Elle dirigeait tout si fermement. Je pouvais l'entendre ravaler sa culpabilité à travers la ligne. Je ne veux rien, Madame Morin. Je voulais juste soulager ma conscience. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Avant que vous ne soyez. Avant que les choses ne changent. Il y eut un silence entre nous. Un silence qui portait le poids de la complicité et l'écho d'un courage tardif. Merci, Denis, dis-je, ma voix égale. Je suis contente que vous ayez appelé. Une autre pause. Vous avez toujours été gentille, a-t-il dit. Et je n'ai jamais oublié comment vous laissiez du café pour l'équipe de nuit. J'espère que vous arrangerez les choses, madame. Peu importe comment. Il a raccroché. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas précipitée pour le dire à qui que ce soit. Je n'ai pas eu le souffle coupé ni ne me suis mise en colère. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir central de mon bureau. J'ai sorti le dossier extensible intitulé « Irrégularité de la fiducie ». À l'intérieur se trouvaient les rapports imprimés, les relevés, les lettres, tout ce que Carla m'avait aidé à compiler discrètement. J'ai trouvé la page intitulée « Suspicion d'utilisation abusive personnelle ». J'ai cliqué sur mon stylo et j'ai écrit une ligne de plus. 28 août. Le comptable Denis G. confirme le virement sous signature falsifiée par ses Morin. Preuve en attente. Puis j'ai refermé le dossier. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Aucun moment de triomphe. Juste une autre couture dans un tissu qu'il n'aurait jamais cru que je tenais encore. Parfois, la justice ne frappe pas bruyamment à la porte. Elle murmure à travers la voix d'un homme discret qui s'accroche à des traces écrites qu'il pensait autrefois sans importance. Mais elle signifiait tout. Plus tard dans la soirée, alors que le vent bruissait dans les chênes à l'extérieur, je me suis préparé une tasse de thé à la menthe. Marcel disait toujours que ça calmait les nerfs, bien que je ne lui ai jamais dit que ça me rappelait les funérailles. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai murmuré à la nuit. Que la vérité soit lente, mais implacable. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin de crier pour être entendues. Chaque nouvelle information n'était pas une blessure, mais une confirmation. Chaque pièce du puzzle que je découvrais renforçait ma résolution, non pas avec la chaleur de la colère, mais avec la froide clarté de la certitude. Le témoignage de Denis n'était pas seulement une preuve de malversation financière. C'était la preuve d'un profond mépris, non seulement pour moi, mais pour les principes mêmes sur lesquels Marcel et moi avions construit notre vie. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent, ils avaient volé mon nom, mon identité, le transformant en un outil pour leur fraude. Ce n'était plus une question de famille ou de sentiment, c'était devenu une question d'honneur. À Noël dernier, j'avais tout emballé avant la 2e semaine de décembre. J'avais étiqueté chaque cadeau d'une écriture cursive soignée. Pour Lily, de la part de mamie. Pour Thomas, avec amour. Même Chloé avait une boîte de foulards en soie monogrammée que j'avais fait importer de France. Je croyais encore en la grâce, même lorsqu'elle n'était pas rendue. La cheminée était allumée, crépitant doucement. Mon disque préféré de Charles Aznavour jouait en fond sonore. Les chaussettes de Noël, crochetées par ma propre mère des décennies auparavant, étaient accrochées à la cheminée, leur couture usée mais fidèle. J'avais fait du pain d'épices ce jour-là.
L'odeur remplissait chaque pièce, et pendant un instant, j'ai presque cru que j'entendrais la sonnette, suivie du son de la voix excitée de Lily criant « Mamie, on est là !» Mais au lieu de cela, mon téléphone a vibré. C'était André. Le message était court. « Ne viens pas cette année, maman. Les enfants voyagent avec la famille de Chloé. On se rattrapera après le nouvel an. C'est tout. Pas de « je t'aime ». Pas de « j'espère que tu comprends ». Juste de la logistique. Comme si j'étais une réflexion après coup dans l'itinéraire de la famille de quelqu'un d'autre. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis je l'ai relu encore et encore, comme si les mots pouvaient se réarranger en quelque chose de plus doux. Je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient trop évidentes pour quelque chose d'aussi silencieux. Au lieu de cela, j'ai éteint le tourne-disque, j'ai ramassé chaque cadeau emballé et je les ai placés doucement dans le coffre en cèdre que Marcel avait construit à la naissance de Lily. Un par un. La boîte de foulard étalée sur le dessus. J'ai fermé le couvercle et je l'ai verrouillé. Le feu continuait de crépiter. Je n'ai pas pris la peine d'ajouter une autre bûche. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu une photo de groupe de l'Instagram de Chloé. Sa famille se tenait devant un immense chalet de ski en Savoie. Tout le monde en pyjama de Noël assorti, tenant des flûtes de champagne. Lily ne souriait pas. Ou peut-être que j'ai imaginé cette partie. Je n'ai pas aimé la publication. Le lendemain matin, je me suis fait des flocons d'avoine, je me suis assise dans le vieux fauteuil en cuir de Marcel, j'ai regardé par la fenêtre le jardin gelé. Les hortensias avaient depuis longtemps abandonné leurs fleurs. Noël est venu et reparti. Pas d'appel, pas de visite, pas même une carte en retard. Et j'ai donc fait la seule chose qui restait à faire. J'ai commencé à écrire des lettres. Pas à eux, mais à moi-même. Pour me souvenir de qui j'étais. De qui j'avais été avant de devenir le jour férié oublié de quelqu'un. J'ai écrit sur le premier Noël où Marcel m'a offert une broche en grenat et a dansé avec moi pieds nus dans la neige. J'ai écrit sur l'année où Lily avait 5 ans et a déballé un livre au lieu d'un jouet, puis a passé toute la journée à lire sur mes genoux. J'ai écrit sur la recette de pain d'épices transmise par ma grand-mère, celle qui n'avait jamais besoin de glaçage parce qu'elle se tenait fièrement toute seule. J'ai rempli des pages de souvenirs qui ne pouvaient être ni éditées ni recadrées. Et dans le silence, j'ai trouvé quelque chose de plus durable que le papier cadeau et les rubans. J'ai trouvé la résolution. Parce que parfois, les trahisons les plus profondes ne sont pas bruyantes. Elles ne sont pas criées avec colère ou griffonnées à l'encre légale. Elles arrivent en silence. Dans le message qui dit « Ne viens pas ». Dans le cadeau jamais ouvert. Dans l'amour jugé incommode. Quand je me suis finalement levée du fauteuil, mon thé était devenu froid. Mais mon cœur, étrangement, ne l'était pas. Cette nuit-là, j'ai pris la clé autour de mon cou, j'ai déverrouillé le coffre en cèdre et j'ai retiré un cadeau. Un roman épais enveloppé dans du papier doré, étiqueté « Pour Lily ». Je l'ai placé dans un tiroir à côté de mon lit. Un jour, je le lui donnerai moi-même, quand elle serait assez grande pour poser des questions et assez courageuse pour entendre les réponses. Le reste des cadeaux est resté enfermé. Non par dépit, mais par préservation. Parce que tous les souvenirs n'ont pas besoin d'être brûlés. Certains méritent un coffre-fort. Jusqu'à ce que le temps adoucisse suffisamment la trahison pour les laisser respirer à nouveau. Je n'ai pas attendu le nouvel an pour agir. Carla et moi nous sommes revus. Cette fois, non pas chez moi, mais à son cabinet en ville. Elle portait un manteau de laine gris boutonné avec soin, sa mallette déjà ouverte avant même que je ne m'assoie. J'ai déposé la requête en dissolution ce matin, a-t-elle dit en faisant glisser le document vers moi. Sa voix était nette, professionnelle, mais je pouvais y entendre le respect. Elle m'appelait toujours Madame Morin. J'ai pris le document en main. Requête en dissolution judiciaire de la fiducie familiale Morin. C'était là. Des années de sacrifices réduites à de l'encre légale et une intention. Est-il trop tard pour changer d'avis ? Ai-je demandé tranquillement. Elle a souri doucement, sans condescendance. Vous avez déjà changé d'avis par le passé, mais je ne pense pas que ce soit l'une de ces fois. Elle avait raison. J'ai signé. C'était le genre de coup de stylo qui ne fait pas de bruit, mais qui résonne quand même. De retour à la maison, je me suis préparé une nouvelle théière. Du jasmin, le genre que Marcel aimait. J'ai siroté lentement en examinant le deuxième dossier que Carla avait préparé, celui que j'avais personnellement demandé. Celui-ci n'était pas pour le tribunal. Celui-ci était pour le contrôle. Pendant des années, j'avais laissé à André une autorité discrète sur les opérations, les distributions caritatives,
la gestion immobilière, les décisions d'investissement. Non pas parce que je lui faisais entièrement confiance, mais parce que je voulais y croire. Parce qu'il était plus facile de croire qu'il était encore le garçon qui pleurait pour des matchs de baseball perdus et qui m'appelait de l'université juste pour dire que je lui manquais. Je lui avais donné le pouvoir en silence, mais le silence, ai-je appris, peut être utilisé de manière plus dangereuse que les cris. Maintenant, chaque clause de cette confiance silencieuse avait été documentée, identifiée par Carla et son équipe. Il y avait 19 instruments de délégation distincts. 19. Et avant que l'horloge ne sonne 18 heures, tous les 19 avaient disparu. Révoqués. Annulés. Effacés par ma signature, encore une fois. Sans fioriture, sans hésitation. Carla a envoyé les notifications aux entités appropriées. Aucune copie n'est allée à André. Il le découvrirait en essayant d'accéder à ce qui n'était plus à lui. Ce soir-là, j'ai rencontré Hélène Chevalier, la gestionnaire la plus ancienne du domaine. 62 ans, 2 décennies de service loyal, et une mémoire aussi tranchante que du verre taillé. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre à la longue table en acajou que Marcel utilisait autrefois pour les réunions du conseil. Hélène, ai-je dit, que diriez-vous de devenir la nouvelle fiduciaire opérationnelle de la Fondation Morin, temporairement? Ses lèvres se sont entr'ouvertes d'incrédulité. Madame, je suis honorée, mais êtes-vous sûre? Je n'ai jamais été aussi certaine. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Vous le reprenez? Non, ai-je répondu doucement. Je le transmets. À quelqu'un qui comprend ce que signifie la gestion. Je lui ai tendu la lettre de nomination officielle. Carla l'avait rédigée avec une précision méticuleuse. Hélène aurait l'autorité. Pas André, pas Chloé, pas aucun de leurs conseillers triés sur le volet ou consultants en relations publiques. Juste elle. Quelqu'un qui avait vu l'ascension de cette famille. Et maintenant, tranquillement, son dénouement. Je n'ai pas informé André. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas prévenu. Non pas parce que je voulais le blesser, mais parce que j'avais déjà été blessé. Trop de fois. J'avais adouci les conséquences avec gentillesse, enveloppé la déception dans le pardon, me suis convaincu que le silence était de la dignité. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de gestion, d'héritage. Et mon héritage n'était pas à eux pour le vider, le marquer de leur nom et l'habiller d'une fausse charité. Je suis sorti dans le jardin alors que le crépuscule plongeait le ciel dans des teintes de gris et de cuivre. Les arbres étaient nus, l'hiver dormant dans leurs branches. Le vent portait l'odeur de la terre froide et des vieux souvenirs. Je me suis tenu sous le chêne que Marcel avait planté l'année de la naissance d'André. Son écorce rugueuse avec l'âge, ses branches s'étirant toujours, tenant toujours bon. J'ai posé ma paume contre lui et j'ai murmuré, « C'est fait ». Non par triomphe, mais pour clore un chapitre. Non pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai arrêté de perdre. C'était le début de la fin, et le début de quelque chose de complètement différent. C'est arrivé un mercredi après-midi. Une enveloppe couleur crème avec notre blason familial embossé en or. Le genre de papier à lettres formelles que nous utilisions à l'époque où les choses semblaient encore sacrées. Quand les fêtes signifiaient des menus écrits à la main, de l'argenterie polie et des rires qui résonnaient contre les hauts plafonds de notre maison familiale. Mon nom était écrit de la main d'André. Toujours soigné, toujours délibéré. Madame Laurette Morin. Pas maman, pas mère, juste de la formalité enveloppée de nostalgie. Je l'ai ouverte lentement, mes doigts tremblant plus que je ne voudrais l'admettre. À l'intérieur se trouvait une carte pliée, épaisse, texturée, chère. Vous êtes cordialement invité au dîner de la Toussaint de la famille Morin. La date, l'heure, le code vestimentaire, formel, le lieu, le domaine. Le domaine que j'avais autrefois gouverné. Le domaine où ils se promenaient maintenant comme des rois, comme s'ils avaient hérité de l'âme de quelque chose qu'ils n'avaient fait que vider. J'ai lu l'invitation 2 fois, puis encore, et c'est là que je l'ai vue. Glissée sous la carte, il y avait une note manuscrite, pas d'André. C'était l'écriture de Chloé, fluide et parfumée. La famille, c'est tout, n'est-ce pas, maman? J'ai fixé cette phrase. 8 mots qui ne disaient rien mais signifiaient tout. Un coup de lame déguisé en sentiment. De la moquerie en cursive. Elle jouait à nouveau son jeu, me ramenant, agitant une fausse gentillesse comme une carotte. Mais je n'étais plus cette femme. Pourtant, je ne l'ai pas déchirée.
Au lieu de cela, je me suis levée et je l'ai apporté sur la table de la cuisine où j'avais étalé le dossier final de Carla, celui avec chaque abus documenté, celui que nous avions toutes les deux convenu de n'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. J'ai placé l'invitation sur le dessus. Pour le contraste, pour l'ironie. Ce soir-là, je suis sortie dans le jardin. L'air était plus froid maintenant, vif du souffle de novembre. Je me suis retrouvée debout près du banc sous le cornouiller, celui que Marcel avait construit quand nous avons acheté le domaine. Je me suis assise lentement, les lattes de bois grinçant sous moi. J'ai pensé à toutes les fêtes de la Toussaint passée. Aux recettes de farce que je connaissais par cœur sans jamais avoir besoin de les consulter. Aux petits-enfants qui prenaient une part de tarte supplémentaire quand ils pensaient que je ne regardais pas. À André s'endormant sur le canapé au milieu d'un match de football avec Lily blottie contre sa poitrine. Et maintenant, ça. Une invitation formelle, une note parfumée, une performance. La famille, c'est tout, avait écrit Chloé. Et pourtant, à Noël dernier, on m'avait dit de ne pas venir. Et pourtant, le fonds d'études de Lily avait été siphonné à sec. Et pourtant, ils avaient utilisé mon nom, pour détourner de l'argent vers de fausses œuvres de charité et des domaines à Chamonix. La famille, semblait-il, n'était tout que lorsque c'était pratique. Je suis restée assise là jusqu'à ce que la lune sculpte des ombres sur la pelouse, pensant, pas amère, juste éveillée. Finalement, je me suis levée, j'ai brossé le givre de mon manteau et je suis rentrée. Je suis allée au placard de la chambre et j'ai sorti une petite boîte de l'étagère du haut. À l'intérieur, il y avait la broche que Marcel m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. Une feuille d'érable en argent avec des veines d'émeraude, délicate et forte. Je ne l'avais pas portée depuis des années, mais cette année, je le ferai. Je l'ai attachée au col de mon manteau et je me suis murmuré, la dernière Toussaint. Parce que c'est ce que ce serait. Pas la dernière fête, pas le dernier dîner, mais la dernière fois que je m'assiérais à leur table en faisant semblant de ne pas voir la pourriture sous le linge de table. J'ai appelé Carla le lendemain matin. J'ai reçu une invitation, ai-je dit. Il y a eu une pause sur la ligne, comme si elle savait exactement de quel genre il s'agissait. J'irai, ai-je continué, mais seulement pour observer, pas pour m'engager. Et si quelque chose se passe, a-t-elle demandé. J'ai souri. Ce ne sera pas moi qui commencerai. Elle a gloussé. Mais vous serez prête s'ils le font. Exactement. Après l'appel, je suis retournée à mon bureau. J'ai repris la note de Chloé, je l'ai lue une dernière fois. La famille, c'est tout. N'est-ce pas, maman? Je l'ai remise dans l'enveloppe, les sceller et les glisser dans la poche latérale de mon sac à main. Non pas parce que j'avais besoin d'un rappel, mais parce que parfois, l'ironie mérite une place au premier rang. La salle à manger brillait de la lumière des bougies et d'un charme étudié. Chloé n'avait épargné aucun détail. Assiette de présentation en argent, porcelaine à bordure dorée, rond de serviette en forme de feuilles d'automne. Un doux quatuor à cordes jouait en arrière-plan, diffusé par des haut-parleurs cachés. Toute la soirée était une production, une qui criait la richesse, le goût et le contrôle. J'étais assise au bout de la table, en face d'André et Chloé, entre Lily et un cousin que je reconnaissais à peine. Ils ne m'ont pas offert la place d'honneur. Celle-ci était revenue à la mère de Chloé, qui la portait comme une couronne. Le dîner a été servi avec des sourires répétés et des conversations creuses. André a prononcé un court discours sur la gratitude et l'héritage. Chloé a levé son verre et a porté un toast à la famille et à l'avenir. Tout le monde a applaudi. Tout le monde sauf moi. J'ai souri tranquillement, mes mains croisées sur mes genoux, l'enveloppe reposant juste à l'intérieur de mon sac à main comme une chambre chargée. Ce n'était pas le moment. Pas encore. La dinde a été découpée. Le vin versé. Les enfants chuchotaient entre eux, ennuyés et agités. J'ai passé la purée de pommes de terre, j'ai hoché la tête poliment quand on me parlait, j'ai ri quand on s'y attendait, mais mes yeux calculaient, traçant chaque fissure dans leur façade de porcelaine. Puis est venu le dessert. Tarte mousseline à la citrouille, 3 couches, garnie de crème fouettée maison et de noix de pécan confite. Chloé s'est levée et a de nouveau levé son verre. Et enfin, a-t-elle dit en souriant dans ma direction, nous voulons remercier Mère Laurette de s'être jointe à nous cette année. Cela signifie vraiment quelque chose. Malgré le passé. Quelques têtes se sont inclinées. Elle s'est tournée complètement vers moi maintenant. Bien que, soyons honnêtes, cette famille a changé. Nous construisons quelque chose de nouveau, un nouveau genre de tradition. Elle a pris la main d'André et l'a serrée. Et parfois, pour grandir, a-t-elle dit doucement,
Nous devons accepter que certains chapitres se ferment. Certaines personnes ne correspondent tout simplement pas à la prochaine version de nos vies. La pièce est devenue silencieuse. Mon cœur ne s'est pas emballé. J'ai simplement fouillé dans mon sac à main. Elle a continué, inconsciente. Alors, bien que nous aimions et respections le rôle que vous jouiez autrefois, mère, il est important que vous compreniez que je ne fais plus partie de cette famille, ai-je terminé pour elle. Chloé a cligné des yeux. André a fixé le vide. Les fourchettes se sont figées en l'air. Oui, a-t-elle dit, se reprenant. C'est une façon mature de le dire. Je me suis levée, j'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Je pensais que vous diriez ça, ai-je dit. Je me suis approchée et l'ai délicatement placée à côté de l'assiette de dessert de Chloé. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, son ton soudainement incertain. Lis-le. Elle a regardé André, qui a haussé les épaules et a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, la documentation complète de l'utilisation abusive des fonds, les relevés de retrait du compte d'études de Lily, la déclaration sous serment du comptable, la preuve des virements frauduleux de Chloé sous mon nom, la requête officielle de Carla pour dissoudre la fondation, la révocation de toutes les procurations et de l'accès financier. Les mains de Chloé tremblaient en parcourant les pages. André a pâli. Tu ne ferais pas ça, a-t-il balbutié. Oh, je l'ai déjà fait, ai-je répondu. De l'autre côté de la table, Lily s'est penchée en avant, les sourcils froncés. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui a répondu. Chloé a sifflé entre ses dents. Tu penses que ça va nous faire du mal? Non, ai-je dit calmement. Je pense que ça va vous achever. Financièrement, du moins. Tu ne peux pas prouver. Je n'ai pas à le faire, ai-je interrompu. Tout est dans le dossier. Je vous ai simplement fait la politesse de le lire avant le reste du monde. Je me suis tournée pour partir, mais je me suis arrêtée. Une dernière chose, ai-je dit. J'ai regardé autour de la table les cousins qui jouaient autrefois à chat dans mon jardin, les petits-enfants qui ne rendaient plus visite que sous la contrainte. Ce sera ma dernière fête ici. Je ne reviendrai pas. Ni pour Noël. Ni pour rien. J'ai laissé cela en suspens. Mais ne vous inquiétez pas, ai-je ajouté, la voix encore plus douce. J'ai pris des dispositions pour que tout soutien continu prenne fin progressivement. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez abandonné. Sur ce, je me suis retournée et je suis sortie. Sans hâte, sans drame, juste, fini. Derrière moi, le silence. Le genre de silence qui enveloppe une famille comme un brouillard lorsque la vérité s'installe enfin. En arrivant à la porte d'entrée, j'ai entendu le cliquetis d'une fourchette qui tombe. Puis le bruit de quelqu'un qui se lève. Je ne me suis pas retournée. Je suis sortie dans l'air froid et j'ai souri pour moi-même. Laissez-les manger de la tarte. Leur luxe se terminait avec un dessert. Le soleil s'est levé lentement le lendemain matin, indifférent à tout ce qui s'était effondré la nuit précédente. J'étais assise près de la fenêtre avec une tasse de tisane à la camomille, enveloppée dans ma robe de chambre bleu marine, mes pantoufles touchant à peine le sol. Dehors, le givre poudrait les bords des rosiers. Le silence à l'intérieur de la maison était épais. Mais pour une fois, il n'était pas solitaire. Il était mérité. Mon téléphone était face contre table. Je n'y avais pas touché depuis mon retour. Quand je l'ai finalement retourné, il y avait 18 appels manqués, tous d'André et de Chloé. Certains n'étaient qu'à quelques secondes d'intervalle. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Pas encore. Je suis juste restée assise avec le calme. Après 40 ans à être celle qui répare, qui écoute, qui apaise, le plan de secours, la banque, ce silence me semblait inconnu, vif, immobile et puissant. Le premier message vocal venait de Chloé, sa voix déjà craquante. Laurette, s'il te plaît, appelle-moi. Tu ne comprends pas ce que cela pourrait faire à notre famille, aux enfants, à André. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai supprimé. Le suivant était d'André. Maman, décroche le téléphone. C'est quoi ce bordel? Tu essaies vraiment de ruiner nos vies pour un malentendu? Rappelle-moi maintenant. Supprimé. Un autre. Chloé à nouveau. Sanglotant maintenant. Je ne le pensais pas. Pas comme ça. Nous essayons de protéger les limites. C'est tout. Tu sais, je t'ai toujours respecté. S'il te plaît, ne fais rien de radical. Supprimé. Puis André à nouveau, criant cette fois. Tu as perdu la tête. Tu laisses cette avocate te manipuler. Tu penses nous punir, mais tu détruis tout.
Grandis un peu, maman. Supprimer. Un autre, juste le son d'une respiration. Puis, je suis désolé, dans un murmure. J'ai laissé celui-là en attente un moment. Puis, j'ai appuyé sur supprimer. À 10 heures du matin, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Texte après texte. Des paragraphes. Des photos des enfants. Une vidéo transférée d'eux. Lily chantant une chanson de la Toussaint à l'école. Je n'ai rien regardé de tout cela. Je n'avais pas besoin de preuves qu'il se souvenait comment faire semblant. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace pour me souvenir de moi-même. C'était la première fois en 4 décennies que j'entendais le son de mon propre silence, propre, non édité, ininterrompu par le besoin, la culpabilité ou l'obligation. Je ne réalisais pas combien de versions de moi-même avaient été compromises au fil des ans. Combien d'anniversaires j'ai passé seul pour qu'ils puissent partir en vacances. Combien de chèques j'ai signés au lieu de dire non. Combien de fois j'ai ravalé ma peine pour que la famille ne se fracture pas. Mais la nuit dernière, quelque chose a changé. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un éveil. J'ai regardé la vapeur s'élever de ma tisane et j'ai imaginé qu'elle emportait chaque excuse que j'avais été forcé de faire juste pour maintenir la paix. Le téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai retourné sans regarder. L'ai laissé sonner. Je n'étais plus une mère en attente. Plus le coussin sur lequel ils tombaient quand leur choix les rattrapait. Plus le fantôme à leur table finançant le festin mais jamais le bienvenu pour s'asseoir. J'étais Laurette, fille d'une bibliothécaire et d'un charpentier, veuve de Marcel Morin, grand-mère de Lily, survivante silencieuse de plus de trahisons que je ne pouvais en compter. Et j'avais finalement cessé d'attendre d'être invitée. À 11h15, Carla a envoyé un texto. Je viens de voir le communiqué de presse. Vous l'avez fait. Tout est propre. Dites-moi quand vous serez prête pour la prochaine étape. J'ai souri, j'ai répondu simplement. Attendons quelques jours. Je veux écouter le calme un peu plus longtemps. Je suis allée à la cuisine, j'ai sorti un petit bloc-notes et j'ai écrit une liste de courses. Je manquais d'huile d'olive. Il me fallait du romarin frais. Peut-être que je ferais un 4/4 au citron. Le téléphone fixe a sonné. Un vrai appel, pas une notification, pas un bourdonnement. Le son d'une vraie demande de connexion. Je l'ai laissé sonner, puis je me suis approchée et j'ai décroché. Allô? Silence. Puis un clic. J'ai raccroché. Je n'ai pas bronché. Je n'ai rien ressenti, sauf une petite vague de calme. Ce silence n'était pas vide. Il était plein de chaque version de moi que j'avais autrefois réduite au silence pour survivre. Et maintenant, chacune d'elles se relevait doucement. J'ai inspiré, j'ai retenu, j'ai expiré. Et dans ce souffle, j'ai décidé que c'était la voix que j'attendais d'entendre depuis 40 ans. La mienne. La salle de conférence était plus froide que d'habitude ce matin-là, malgré le soleil de fin novembre qui réchauffait les baies vitrées. J'étais assise à la longue table en chêne, dans un manteau de laine gris, les mains croisées, silencieuse. À ma droite était assise Carla, imperturbable, élégante dans son tailleur bleu marine, ses doigts tapotant légèrement une pile de papier. En face de nous, l'avocat d'André avait l'air de ne pas avoir dormi. Sa cravate était desserrée, son expression crispée, et derrière lui se tenait un assistant serrant une mallette en cuir comme si elle contenait des écritures saintes. Il s'est éclairci la gorge. « Madame Morin, Maître Bernard, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. » Je n'ai rien dit. Carla a fait un petit signe de tête. « Je vais aller droit au but, » a-t-il poursuivi. Mes clients regrettent que les tensions se soient intensifiées pendant les fêtes. Les émotions étaient vives. Mais nous pouvons sûrement convenir qu'il est dans l'intérêt de tout d'éviter un litige inutile. Carla a souri sans chaleur. Vos clients ont retiré 314 000 € au cours des 14 derniers mois, les faisant transiter par des virements non autorisés, des dépenses de voyage et de rénovation de maison, et 3 comptes liés à des sociétés écrans. Nous avons tous les dossiers. Il s'est agité, mal à l'aise. André avait l'impression d'avoir l'autorité financière. Sa mère n'a jamais signé de procuration durable, a interrompu Carla. Et même si elle l'avait fait, abuser de l'accès pour un enrichissement personnel, surtout de la part d'un parent âgé, relève de l'exploitation financière, ce qui constitue un crime passible de poursuite pénale. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé à nouveau Carla. Que demandez-vous exactement? Carla a fait glisser les papiers sur la table. Restitution complète. Tous les fonds détournés remboursés intégralement dans les 30 jours,
et un accord signé qui renonce à toute prétention qu'André ou Chloé pourraient avoir sur la succession, les actifs de la fondation ou les avoirs de Madame Morin, passé, présent ou futur. Il a cligné des yeux. C'est agressif. Non, a dit Carla, sa voix calme mais ferme. C'est de la clémence. Je l'ai regardé se débattre avec la réalité. Je n'avais pas besoin de parler. J'en avais déjà assez dit en me présentant. Il a baissé les yeux sur les documents, puis les a relevés. Que se passe-t-il si nous refusons? Carla n'a pas bronché. Alors nous engageons une procédure judiciaire formelle. La plainte est prête à être déposée. Les chefs d'accusation incluront l'abus financier sur personnes âgées, la falsification d'autorité légale et la fausse déclaration frauduleuse auprès des institutions financières. Nous informerons également le fisc. L'assistant derrière lui a pâli. Il a passé une main dans ses cheveux clairsemés. Vous traîneriez vraiment votre propre fils au tribunal? Carla m'a regardé brièvement, puis est revenue à lui. Son fils a fait ce choix quand il a décidé que la valeur de sa mère se terminait avec son solde bancaire. Je me suis légèrement penchée en avant, ma voix égale et posée. Vous me demandez si je veux cela. Je ne le veux pas. Mais c'est sans importance maintenant. Il m'a fixé. J'ai de nouveau croisé les mains. Ce que je veux, c'est la paix. Ce que je mérite, c'est le respect. Ce que l'on m'a donné, c'est une trahison servie avec du vin à une table de fête que j'ai payée, dans une maison que j'ai construite, tout en m'entendant dire que je n'y avais plus ma place. Le silence s'est installé dans la pièce. Puis j'ai ajouté, toujours calme, ce n'est pas que je les ai coupés de la succession. C'est qu'ils se sont déjà coupés de moi. Il a de nouveau baissé les yeux. Cette fois, il n'a pas parlé pendant un long moment. Finalement, il a hoché la tête. Je vais leur présenter cela. Vous aurez une réponse d'ici la fin de la semaine. Carla s'est levée. Nous attendrons. Mais pas éternellement. Nous avons laissé les papiers derrière nous et sommes sortis. Le couloir extérieur était lumineux, silencieux, presque trop propre. Alors que nous atteignions l'ascenseur, Carla s'est tournée vers moi. Vous vous êtes bien débrouillé là-dedans. Je n'ai pas dit grand-chose, ai-je répondu. Elle m'a offert un doux sourire. Exactement. Nous sommes restés en silence pendant que l'ascenseur descendait. Dans mon sac à main se trouvait une photo pliée d'André à 5 ans, en salopette et couronne en papier, du glaçage sur le nez alors qu'il soufflait ses bougies. Elle était tombée d'un vieux tiroir il y a 2 nuits. Je ne savais pas pourquoi je l'avais apportée aujourd'hui. Peut-être pour me rappeler qui j'avais aimé, et qui je laissais enfin partir. Quand nous sommes sortis dans l'air froid, j'ai resserré mon manteau. Le vent ne piquait pas. Il éclaircissait. Elle est arrivée 3 jours après la réunion avec les avocats. Une petite enveloppe couleur crème, glissée entre le courrier publicitaire et un catalogue de graines de jardin que je n'avais pas commandé. L'écriture sur le devant m'a arrêté. Elle était bouclée, avec un cœur sur le « i » de « Mamie ». Lily, je suis restée dans le couloir un long moment, les clés encore à la main, mon écharpe à peine dénouée, avant d'entrer dans la cuisine et de m'asseoir. La bouilloire sifflait en arrière-plan. Je n'y ai pas touché. J'ai ouvert la lettre lentement. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de plus ancien, de plus profond. L'espoir peut-être, ou un chagrin qui n'avait plus où se loger. Chère mamie, je ne sais pas si cette lettre arrangera quoi que ce soit. J'ai juste besoin de dire ça. Je suis désolée de ne pas avoir parlé, de ne pas t'avoir serré dans mes bras ce jour-là. D'avoir fait semblant de ne pas voir ton visage quand maman a dit ce qu'elle a dit. J'ai vu. J'ai tout vu. J'ai toujours su qui tenait vraiment cette famille ensemble. Ce n'étaient pas les repas de fête ou les dîners chics. C'était toi. Ta présence, tes questions douces, ton rire quand tu pensais que personne n'écoutait. Maman et papa sont furieux en ce moment. Ils disent que tu fais du cinéma, mais je ne pense pas. Je pense que tu es enfin honnête. Et je veux que tu saches que je te choisis, toi. Je l'ai toujours fait, même si je ne l'ai pas dit à voix haute avant. Avec tout mon amour, Lily. Je ne me souviens pas du moment où les larmes ont commencé, seulement qu'elles sont venues sans résistance, silencieuses et pleines, s'accumulant sous mon menton et tombant sur la nappe jaune pâle que j'avais brodée l'année de la naissance de Lily. C'était la première fois que je pleurais depuis les funérailles de Marcel. Pas quand ils ont pris ma place à table. Pas quand j'ai rangé les cadeaux dans le placard à Noël dernier. Pas même quand André m'a regardé comme si j'étais quelque chose de périmé, quelque chose dont il pouvait se débarrasser. Mais maintenant,
Maintenant je pleurais comme une femme qui avait retenu sa respiration pendant des années et qui avait enfin expiré. J'ai porté sa lettre dans le salon et je me suis assise près du feu. Le soleil avait commencé à se coucher derrière les arbres du jardin, projetant des traînées orangées sur le tapis. J'ai pensé au récital de ballet de Lily, à la façon dont elle se blottissait sur mes genoux après être tombée sur le terrain de jeu. Comment elle avait demandé un jour « Mamie, serai-je toujours ta préférée quand j'aurai 30 ans ?» J'ai souri à ce souvenir. Et puis j'ai répondu « Chère Lily, tu n'as rien à arranger. Tu l'as déjà fait. » Tes mots ont signifié plus que je ne peux le dire. Cette dernière année a été silencieuse d'une manière douloureuse. Comme marcher dans une maison où tous les meubles sont encore là, mais où la chaleur a disparu. Mais toi, ma douce fille, tu m'as rappelé quelque chose. Que l'amour ne crie pas toujours. Parfois, il murmure à travers des lettres et de petites rébellions. Je n'ai pas besoin que tout le monde comprenne. Je n'ai pas besoin d'excuses enveloppées de prétextes. J'ai juste besoin de la vérité, et tu me l'as donnée. Tu es la raison pour laquelle je ne regrette pas de m'être défendue. Tu es la raison pour laquelle je peux lâcher prise sans amertume. Et quoi qu'il arrive ensuite, sache ceci. Tu es toujours ma préférée. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. De tout mon cœur, mamie. J'ai scellé l'enveloppe et je l'ai portée moi-même à la boîte aux lettres. Pas encore de neige, juste un air cassant et des feuilles qui craquaient sous mes pieds. Quand j'ai levé le petit drapeau de la boîte, j'ai senti quelque chose changer en moi. Tout ne devait pas se terminer pour recommencer. Plus tard dans la nuit, je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, sirotant un thé et regardant les étoiles apparaître. Pour la première fois depuis des mois, le silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à de l'espace. De l'espace pour que quelque chose de doux puisse grandir. De l'espace pour moi. J'ai emménagé dans la petite maison le dernier jeudi de mars. Une vraie, cette fois. Volets blancs, bardeaux de cèdre, et des rosiers grimpants qui n'avaient pas encore fleuri, mais qui le promettaient. Elle se tenait tranquillement au bord d'une falaise près de Saint-Malo, en Bretagne, là où la mer parlait en rythme doux, et où les matins commençaient non pas avec des cris ou des bruits de pas, mais avec le chant des oiseaux. Les agents immobiliers l'avaient appelée une « modeste maison côtière de caractère ». Je l'appelais la paix. Je l'ai achetée avec mon propre argent. L'argent qu'André croyait autrefois être le sien par héritage, par droit de naissance, par arrogance. Il avait tort. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une récupération. Pendant des décennies, j'ai donné tout ce que j'avais. Du temps, du travail émotionnel, de la compréhension, du silence. Mais maintenant je me suis offert quelque chose en retour. Un jardin. Une bouilloire qui ne sifflait pour personne d'autre. Une clé qui ouvrait une porte où seul l'amour entrait. Il n'y avait pas de portrait de famille ici. Pas de sourire forcé de dîner de fête. Pas de post-it passif-agressif. Pas de son de quelqu'un marmonnant, elle est trop, quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Ici, il y avait du vent et des vagues et des oiseaux qui se fichaient de ce que les autres pensaient d'eux. Mes journées se sont installées dans quelque chose de doux. J'arrosais les géraniums le matin, je m'enveloppais dans un châle de laine l'après-midi, et je faisais des sablés au citron quand l'envie me prenait. Chaque soir, j'allumais une seule bougie près de la fenêtre. Non pas parce que j'attendais quelqu'un, mais parce que cela me faisait me sentir chaleureuse, présente, vivante. Lily venait le premier dimanche de chaque mois, quoi qu'il arrive. Parfois, elle apportait un livre à lire près de la cheminée. Parfois, elle apportait des questions, des vraies. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de papy? Ou, as-tu toujours voulu des enfants? Elle voulait me connaître, non pas comme une extension de quelqu'un d'autre, mais comme une femme. Nous cuisinions ensemble. Elle aimait particulièrement casser les œufs et faisait toujours un désordre. Et je ne l'ai jamais corrigée une seule fois. Nous rions trop fort pour nous en soucier. Carla passait toutes les quelques semaines. Elle ne restait jamais longtemps, disait toujours qu'elle ne voulait pas déranger, mais elle apportait toujours quelque chose de chaleureux. Une tarte aux cerises, un panier de courges ou juste sa compagnie. Le genre de compagnie qui ne demandait rien de moi, sauf d'être. Vous vous ressemblez de plus en plus à chaque fois que je vous vois, a-t-elle dit une fois, en me tendant une écharpe qu'elle avait tricotée. Je l'ai cru. Je le sentais. Un après-midi vif, alors que les feuilles commençaient à dorer, j'ai ouvert ma garde-robe pour prendre un châle. Niché dans le coin, il y avait une petite boîte que je n'avais pas remarquée depuis des mois. À l'intérieur, il y avait une broche, en forme de feuille d'érable, en bronze bruni.
Marcel me l'avait offerte pour notre 30e anniversaire. Je la portais pour les grandes occasions, mais maintenant, aujourd'hui était une occasion assez spéciale. Je l'ai épinglée sur le côté de mon écharpe en laine. Et quand je suis sortie, le vent s'est levé légèrement, juste assez pour me rappeler que j'étais toujours là. Le passé n'a pas disparu. Je ne prétendais pas que rien de tout cela ne s'était produit, mais il ne siégeait plus en bout de table. Il n'ombrageait plus chaque choix ni ne pesait sur chaque souffle. J'ai pardonné, non pas pour excuser, mais pour me libérer de porter leur déception plus longtemps. Leur voix ne me manquait plus, car le silence ici n'était pas vide. Il était honnête. Il y a eu un jour où je me tenais au bord de la falaise, regardant la marée se retirer, et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'excuses. Ni de Chloé, ni d'André, ni même de la partie de moi qui était restée trop longtemps dans leur version de l'amour. J'avais réécrit la fin, non pas avec le feu ou la fureur, mais avec des fleurs, du thé et une porte verrouillée que personne ne pouvait enfoncer. La nuit, je me blottissais avec un livre, ou parfois avec rien d'autre que le bruit des vagues. J'avais arrêté d'attendre des appels, des explications, une rédemption. Au lieu de cela, j'avais commencé à m'écouter, à écouter la joie, au faible son de l'espoir qui revenait. Et sur mon rebord de fenêtre, il y avait une petite note que Lily avait laissée un dimanche. Cette maison te ressemble, et tu ressembles à la maison. Oui. Oui, c'est vrai. J'étais assise dans le vieux fauteuil à bascule près de la fenêtre, la mer s'étendant à l'infini au-delà du cadre. C'était juste avant le crépuscule, le ciel baigné d'un or doux, le genre de lumière qui fait que tout ressemble à un souvenir que l'on veut garder. Sur mes genoux reposait une photographie. C'était Marcel, prise lors de nos dernières vacances sur la côte d'Émeraude. Ses yeux pétillaient comme il le faisait toujours quand il était sur le point de dire quelque chose d'espiègle, et sa main était prise en plein geste, cherchant la mienne. Même dans l'immobilité, il semblait vivant. J'ai tracé lentement le bord de la photo, comme si cela pouvait faire défiler le temps à l'envers. Il m'a dit un jour, s'ils oublient un jour qui tu es, laisse le silence le leur rappeler. À l'époque, je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il était juste poétique à nouveau, comme il avait l'habitude de citer de vieux livres et d'écrire des notes dans les marges des miens. Mais maintenant je le comprenais comme je comprenais ma propre respiration. Parce que le silence était devenu ma voix la plus forte. Pas le genre né de la défaite, ni de la résignation, mais le genre qui se tient droit et dit « Assez ». Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Je n'avais pas besoin de les supplier de me voir. Ils savaient. Au fond d'eux, ils savaient. Lors de ce repas de la Toussaint, quand j'ai posé l'enveloppe sur la table, j'ai vu leur certitude s'effondrer. Pas de drame, pas de voix élevée, juste des faits, juste des lignes de vérité légale avec ma signature en bas et un sceau notarié qui rendait tout cela définitif. Le bruit de la fourchette de Chloé tombant sur son assiette était plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle m'avait jamais lancée. Dans les semaines qui ont suivi, le téléphone a cessé de sonner. Plus d'appels manqués, plus de messages vocaux désespérés. Le silence s'est étendu, mais il n'était pas vide. Il était paisible, libérateur, et étrangement, il était plein de toutes les choses que j'avais eu trop peur de revendiquer auparavant, la dignité, l'espace, l'immobilité. Marcel disait que j'étais le ciment de cette famille. Et je l'étais. Je maintenais les choses ensemble quand elles s'effondraient. J'adoucissais les angles, je comblais les fossés, je remplissais le silence avec des gratins, des excuses et des secondes chances. Mais le ciment ne dure pas éternellement. Finalement, il sèche. Se fissure. Lâche prise. La vérité, c'est que je ne les ai pas reniés. Je ne les ai pas jetés. Ils ont piétiné mon amour si souvent qu'il s'est usé. Ils ont ébréché ma patience jusqu'à ce que je me tienne là, nue, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, pas encore assez. Jusqu'à ce que finalement, j'arrête de tendre des mains qui étaient toujours les premières à être repoussées. Et vous savez ce qui m'a le plus surprise? La légèreté que j'ai ressentie après. Ce n'était pas de la joie. Pas exactement. C'était une libération. Comme expirer après avoir retenu sa respiration pendant des décennies. Comme poser une valise que l'on ne réalisait pas être enchaînée à son poignet. Lily est venue le week-end dernier avec un bouquet de tulipes. Elle n'a pas dit grand-chose, c'est juste assise avec moi et m'a tenu la main. C'est ça, le véritable amour. Il ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas demandé toute l'histoire. Elle en savait assez, et c'était assez pour moi. Carla m'a envoyé une fiche de recette hier. La fameuse tarte aux noix de pécan de sa mère. Elle a dit,
juste au cas où la Toussaint aurait un jour un aspect différent. Peut-être que ce sera le cas, peut-être pas. Mais dans tous les cas, j'irai bien. Le vent a doucement secoué la fenêtre. J'ai de nouveau baissé les yeux sur la photo de Marcel et j'ai souri. Tu l'as toujours vu avant moi, ai-je murmuré. Tu as toujours su que je valais plus que ce à quoi il m'avait réduite. Puis je suis retourné regarder la mer, l'horizon brillant comme s'il avait des secrets à garder. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu mal. Je ne me suis pas demandé, et si? Je n'ai pas souhaité réécrire le passé. Il ne restait plus de colère, seulement de la lumière et une sorte de force tranquille qui ne s'annonce pas mais qui change tout. Alors maintenant, je vais vous demander, oui, vous qui écoutez, pensez-vous que j'ai eu tort? Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose? Seriez-vous parti? Ou seriez-vous resté, sachant que chaque pas en avant vous coûtait un peu plus de votre âme? Je n'ai pas besoin de réponse, mais si vous en avez une, laissez-la ci-dessous. Parlons-en. Connectons-nous. Parce que je pense que des histoires comme la mienne ne sont pas aussi rares que les gens le prétendent. Et peut-être, juste peut-être, votre silence mérite d'être entendu.